Bonsoir. Merci beaucoup de revenir ici. Depuis que nous nous sommes vus, bon, la France a vécu évidemment des événements tragiques. Mais alors, vous avez vécu des événements plus heureux. Vous êtes entré à l'Académie française. La cérémonie était d'ailleurs émouvante. Et ce qui m'a frappé dans votre discours, c'est qu'il était d'emblée sous le signe d'une forme de méritocratie. Vous avez exprimé votre émotion d'être là, vous que rien ne prédestinait à être là. Vous dites méritocratie, c'est un peu au nom de ma généalogie que j'ai d'abord exprimé mon étonnement et même ma stupeur. Je l'ai dit en commençant, s'appeler Finkielkraut et être accueilli à l'Académie française au son du tambour, c'est à n'y pas croire. En même temps, il y a une autre forme d'étonnement chez moi parce que cette candidature et cette élection ne correspondent pas à un plan de carrière. J'ai répondu à une sollicitation de Pierre Nora notamment. Pour moi, cette candidature et cette élection n'avaient pas vraiment un caractère de nécessité. Ça a été et ça aurait pu être autrement. Mais le lendemain de mon élection, j'écoutais France Inter. Et j'ai entendu Patrick Boucheron, professeur d'histoire au Collège de France. Il se trouve que cet homme très instruit martyrise la langue française à chaque fois qu'il ouvre la bouche. Et pour le plus grand bonheur des animateurs de la matinale de France Inter qui étaient là, parce qu'ils pensaient bien. Et quand on pense bien, peu importe la manière dont on parle. Et là, vous voulez dire qu'il multiplie les fautes de grammaire, mais dit ce qu'il convient voilà, pour exactement. plaire. Il dit ce qu'il convient de dire aujourd'hui. Il est dérangeant au sens que ce mot a pris, puisque c'est la nouvelle norme. Il ne dérange personne, en fait. Il ne dérange personne. Et puis, alors là, j'ai compris, si vous voulez, que l'Académie française défend la langue. Et je crois qu'en défendant la langue, elle défend une cause quasiment perdue. Mais c'est ce qui la rend d'autant plus chère à mon cœur. Il y avait dans cette cérémonie quelque chose à la fois d'émouvant, je le disais, en même temps de très balsacien, comme toujours, dans ce genre de réception où l'on voit les jeux de regard, les jeux de pouvoir et de démonstration. Et puis il y avait le discours de Pierre Nora, oui. C'est-à-dire le discours traditionnel qui reçoit le nouvel académicien et qui répond au discours du nouvel académicien. Et Pierre Nora, à sa façon, a été évidemment taquin, vous a titillé, vous a parfois peut-être un petit peu caricaturé. En tout cas, c'est vous qui le dites. Il a repris cette idée dans votre parcours que vous auriez choisi à un moment donné les médias, ah oui. Que vous seriez devenu un personnage médiatique, vous qui étiez appelé à une carrière universitaire. Je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas choisi les médias. La question philosophique qui est la mienne, ce n'est pas qu'est-ce que le monde, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que l'homme, question initiale, question métaphysique, c'est la question qu'est-ce qui se passe. C'est vrai. Voilà. Face aux événements qui nous arrivent et qui montrent l'extrême singularité du présent, je suis stimulé, je suis intrigué par cette question-là. Et donc, j'interviens. C'est ma manière de réfléchir. Vous voulez dire que la fameuse phrase de Manuel Valls qui a tant fait hurler « comprendre, c'est déjà un peu excusé », elle doit être posée en d'autres termes. C'est ça ? Non, mais d'abord, il faut toujours comprendre. Mais il est vrai que une certaine vulgate rousseauiste a transformé l'effort de compréhension en effet, en une forme de dédouanement. Quand Rousseau dit « je hais la servitude comme la source de tous les maux du genre humain », il croit avoir découvert l'origine du mal. Et c'est en effet un moment de pensée tout à fait extraordinaire. Le mal, dit-il, ne réside ni en l'homme, ni en Dieu, ni dans le diable. Le mal vient de la société.
c'est la société qui est coupable du mal. Bon, il y a une forme de vérité dans ce qu'il dit, mais c'est devenu une vulgate, une idéologie, une explication à laquelle on ne cesse d'avoir recours. Et j'ai même lu, si vous voulez, sous la plume d'un sociologue allemand d'origine turque, que, par exemple, les agresseurs de Cologne n'avaient pas d'autre choix que de sombrer dans la criminalité. Voilà le rousseauisme poussé à l'extrême, c'est-à-dire la déresponsabilisation. Mais depuis le 13 novembre, vous avez l'impression qu'on vous reproche autant vos discours, qu'on vous reproche autant d'être justement cet infâme réactionnaire, ou les choses ont changé? Tout dépend du on. J'ai le sentiment d'être plutôt bien compris, mais je constate que la haine, depuis quelques années, a fait irruption dans la vie intellectuelle. Et donc, les ennemis que je peux avoir ne désarment pas, ils s'acharnent même avec une animosité qui me sidère absolument. Et d'ailleurs, je l'ai vécu à 2 reprises tout récemment. D'abord, lorsque j'étais invité à l'émission Des paroles et des actes. Le débat avec Cohn-Bendit a été très cordial, d'ailleurs, à mon grand étonnement, parce que j'avais eu des discussions assez vives à d'autres moments avec lui. Et puis tout d'un coup, une jeune femme a parlé. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Que j'étais raciste, que j'étais islamophobe, que ma pensée était vaseuse, approximative, que j'étais un pseudo-intellectuel, et elle m'a invité à me taire. Et ça, c'est très intéressant. Et il m'est arrivé exactement la même chose 2 jours après. Précisons qu'elle est professeure d'anglais à Rosny-sur-Bois, à Noisy-le-Sec. Et elle est arabe. Parce que, voilà. Et donc, et 2 jours plus tard, une doctorante de la Sorbonne m'a fait, dans le grand amphithéâtre, lors d'une journée organisée par France Culture, exactement le même procès, les mêmes reproches. Et là, c'est saisissant, parce que ni l'une ni l'autre de ces femmes n'était victime de la stigmatisation, de la discrimination qu'elle dénonce. L'une est doctorante, l'autre est enseignante, elle n'a pas subi le moindre numerus clausus, parce que c'est ça le racisme, un numerus clausus. Et pourtant, c'était 2 paquets de haine. Donc elles étaient bien la preuve, si vous voulez, que la critique de la domination, ça ne marche pas. Il y a autre chose de très mystérieux, je dois dire. Pourquoi la République suscite-t-elle tant de haine chez ceux qui devraient éprouver au contraire un sentiment de gratitude? Il y a 2 choses là-dedans. Vous dites, pourquoi la République suscite-t-elle autant de haine? Parce qu'en effet, elle expliquait, cette jeune enseignante, que la République, dont elle est fonctionnaire, est institutionnellement islamophobe. Raciste. Donc, dans ses lois. Oui. Mais surtout, elle démontrait également contre vous une colère et un propos tellement violent que on a senti que même David Pujadas, qui animait, était gêné. Il y a eu comme un moment de flottement. Il était très gêné, d'ailleurs. Je lui ai demandé après l'émission... C'était un piège ou c'était quelque chose qui l'a dépassé? Je pense que lui-même a été dépassé. Mais tout ça n'est pas très net quand même. Parce que cette jeune femme, je l'ai appris sur Internet, avait manifesté le 31 octobre dans le cadre d'une journée de la dignité. Organisé par le Parti des indigènes de la République, entre autres, c'est-à-dire un parti qui justement explique que la France est islamophobe, raciste. Et pire encore, puisque l'un des slogans c'était 1, 2, 3 intifada, nous sommes tous des enfants de Gaza, et on hurlait des noms, le mien notamment, mais aussi celui de Caroline Fourest, et la foule répondait à chaque fois, Aline Finkielkraut, Taras, na Caroline Fourest, Taras. Et je voudrais aussi souligner que cette jeune femme, s'en prenant aux intellectuels islamophobes, a donné 3 noms. Éric Zemmour, Bernard-Henri Lévy et moi. Pourquoi Bernard-Henri Lévy? Il n'est
sur Oui, aucune il liste des n'a rien à néo-actionnaires. Alors, pourquoi pas Onfray, pourquoi pas Houellebecq? Pourquoi ces trois noms-là? Quand même, il y a quelques raisons de s'interroger. Et, Vous pensez que c'est une oui. volonté Oui. antisémite C'est de absolument distinguer clair. des Il y a intellectuels juifs? si vous voulez, l'antisémitisme aujourd'hui parle la langue immaculée de l'antiracisme, mais il en a une vigueur redoublée. Mais comment se passe le processus de sélection qui fait en sorte qu'on choisit cette jeune femme pour s'exprimer face à vous? Alors, vous avez élucidé ça? Le producteur m'a dit qu'elle les a roulés dans la farine. Que elle s'était présentée comme une professeure d'anglais qui disait que mes propos pouvaient provoquer de troubles, que je ne me rendais pas compte, etc. Et qu'elle voulait dialoguer avec moi pour me le dire. Et donc, aussi bien lui que Pujadas se sont sentis piégés et ils étaient désolés de ce qui s'est passé. Bon, moi, je n'ai pas fait d'enquête. Est-ce que tout le monde était dans le même cas à France 2 ou non? Je n'en sais rien. Reste que il me faut, et je ne suis pas le seul dans ce cas, vivre avec cette haine, et je suis d'autant plus désolé qu'elle est relayée par un certain nombre d'intellectuels. D'abord, cette jeune femme n'était pas une islamiste, donc ça va au-delà des cercles de l'islamisme. Et en plus, il y a toute une ultra-gauche qui, elle-même, reprend ces mots d'ordre violents à son compte. Pardon, mais il me semble que ce n'est pas un hasard qu'on ait là une professeure. Et parmi les débats auxquels vous avez pris part ces derniers temps, il y a justement la question de la réforme du collège. Je vous ai vu pour la première fois manifester, oui. Aller marcher, aller battre le pavé auprès des professeurs. Pourquoi vous, l'intellectuel qui sort peu, en tout cas pas pour aller battre le pavé, tout à coup vous y êtes allé? Alors, qu'est-ce que cela signifiait? Tout à coup, j'ai beaucoup manifesté dans ma jeunesse, si vous voulez. Comme oui. tous les gens de ma depuis quelque génération. temps, J'étais un fantassin de 68. J'ai manifesté aussi à d'autres moments. Mais c'est vrai, ça faisait longtemps que je n'avais pas battu le pavé. Mais il me semble que rien n'est plus important aujourd'hui que de réagir aux désastres des politiques scolaires menées d'ailleurs successivement, alternativement, par la droite et par la gauche. Il y a cette idée, une modernité fétichiste, que le passé nous encombre, que nous entrons dans un monde tout à fait neuf et que ce qui compte, c'est précisément le maniement des nouvelles technologies et aussi le travail en groupe. Qui sera peut-être nécessaire plus tard. Alors on agglutine les élèves autour d'un ordinateur et on les fait faire des projets. J'ai lu dans Télérama un article absolument extraordinaire sur un collège de Tours qui s'appelle le collège Stalingrad. Et parmi les projets proposés par ce collège, il y avait un projet hip-hop et art de la rue par le professeur d'histoire, de gymnastique et de français. Et un autre projet mixité avec un sondage sur les rapports garçon-fille. Donc vous voyez, c'est l'esprit du temps à l'état pur. Et d'ailleurs, ce désastre, Télérama l'avait coiffé du titre « La victoire de Stalingrad ». Et je trouve que nul n'y a véritablement intérêt, pas plus la gauche que la droite, mais un aveuglement commun les conduit précisément à accompagner et à applaudir ce désastre scolaire. Mais vous savez que l'un des reproches que l'on vous fait très souvent, et que vous a fait cette jeune professeure, c'est de jeter de l'huile sur le feu. C'est d'être parmi ceux qui veulent dresser les gens les uns contre les autres. Mais je récuse ce reproche. Ce que je sais, en effet, c'est qu'il faut résister à la tentation de la généralisation. Donc, il y a un problème de l'islam. Pour autant, les musulmans ne doivent pas être considérés comme suspects sous prétexte qu'il y a un problème de l'islam. D'où la nécessité de soutenir ceux qui, à l'intérieur de l'islam, se révoltent contre l'islamisme radical, qu'il faudrait mieux appeler d'ailleurs l'islamisme littéral. Et cela, je le fais
tout le temps. Mais pour apaiser, pour rassembler, il faut d'abord, selon la belle formule de Peggy, non seulement dire ce qu'on voit, mais voir ce qu'on voit. Depuis la dernière fois que nous nous sommes vus, il y a eu ce moment à l'Académie française. Vous avez eu d'autres moments de bonheur, d'émotion, des choses qui vous ont réjoui le cœur? On se demande toujours si je ne suis pas extrêmement malheureux, mais nous ne vivons pas sous un régime totalitaire. Donc, il reste, fort heureusement, un mur de séparation entre la vie publique et la vie privée. Vous voulez dire que dans la vie privée, vous êtes un joyeux de rire? Non, d'abord, un joyeux de rire, ça je n'en sais rien. Ce serait un peu idiot de ma part. Mais que vous de le jouissiez dire. du bonheur. Voilà, oui. Enfin, et j'ai un certain nombre de raisons d'être heureux. Mais certes, je suis en proie à l'angoisse, j'ai des moments de cafard, j'ai toujours peur de tomber dans la dépression, mais j'ai aussi, dans ma vie privée, beaucoup de chance. Et donc j'ai connu, effectivement, depuis que nous nous sommes vus, des moments très agréables. Celui-ci l'a été aussi. Merci beaucoup.